En cas d'accident, mieux vaut rester vigilant, sinon... Le pilote de stock car Joe McCannon entame son deuxième tour lorsqu'il s'accroche avec l'un de ses concurrents. Les chocs sont assez fréquents dans cette discipline. Celui-ci n'a pas été très violent. Il ne suscite aucune inquiétude chez les organisateurs, mais Michael, le fils de Joe, se précipite tout de même aux côtés de son père, quand soudain... Sur le moment, Joe ne réalise pas ce qui vient de se produire. Je l'ai entendu dire « Ça va papa ?» et « Ça va ?» J'ai vu qu'il était là et une seconde plus tard, il avait disparu. Michael, inerte, reste allongé sur l'asphalte. Les secours constatent qu'il a perdu connaissance. Pam, sa mère, est en état de choc. Cet accident l'a complètement traumatisé. Je me suis évanouie. Voir son fils se faire percuter est la chose la plus pénible que j'ai jamais vécue. Michael reprend enfin ses esprits. À l'hôpital, on lui fait subir une batterie d'examens. Personne ne croit au diagnostic et pourtant les médecins sont formels. Il n'a absolument rien. Je n'ai aucun souvenir de la collision. C'est le trou noir. Incroyable moment de tendresse entre une jeune femme et un redoutable chasseur. Nous sommes sur le territoire de la Fondation Africa en Namibie. La directrice, c'est elle, Liz Hansen. Depuis plusieurs années, cette ancienne ballerine est à la tête d'un dispensaire réservé à une espèce vulnérable, le guépard. Ici, on récupère les animaux blessés, on les soigne et surtout on les protège grâce à un système de semi-liberté. Cette femelle s'appelle Chinga. Elle a 8 ans et demi. C'est la première à être arrivée chez nous. Plusieurs sponsors financent son programme. Ils lui permettent notamment de pouvoir nourrir ses bêtes qui restent malgré tout imprévisibles. No. Go away. Back off. Back off. Back off. Le guépard est certes le félin le plus facile à apprivoiser, mais en aucun cas on ne peut le domestiquer. Pourtant, Liz sait y faire avec ses redoutables chasseurs qui utilisent leurs griffes pour tuer leurs proies. Il n'y a aucun danger. Il faut juste faire attention à ses yeux. M'occuper d'eux, c'est ma passion. Je ne vis que pour ça. Liz connaît parfaitement ses pensionnaires. Avec eux, elle alterne les jeux et les tête-à-tête plus tendres. Elle s'offre ainsi des moments rares auxquels il semble difficile de résister. Apparemment, cette jeune femme obtient tout ce qu'elle veut de ses guépards. Le métier de ces pilotes, sauver des vies. Mais ce jour-là, c'est la leur qu'ils ont bien failli perdre. Taïwan, ce fleuve est le théâtre d'exercices de sauvetage de la sécurité civile. La mission du jour, sauver un Zodiac en panne, un nageur qui se noie et un mannequin dans une camionnette. Tout est en place, les secours peuvent montrer leur savoir-faire. Jet ski, Zodiac, mais aussi hélicoptère, voici au complet l'unité de sauvetage. En France, 250 répétitions comme celle-ci sont effectuées chaque année. Frédéric North est pilote professionnel depuis près de 20 ans. Il a effectué ce genre de sauvetage dans le monde entier. J'ai effectué des centaines de missions de treuillage en jungle, principalement. J'en ai fait aussi dans le désert. C'est dire s'il connaît bien l'exercice, mais un comme ça, il n'en a jamais vu. Donc là, il est stable. Là, il perd un moteur. On sait qu'il en perd qu'un puisque le rotor continue à tourner. Mais sur cet appareil, un dauphin bimoteur, cette avarie n'est pas inéluctable. Si vous avez une panne sur un moteur, vous devez pouvoir continuer à assumer votre vol dans des conditions plus limites que si vous aviez bien sûr vos deux moteurs. Donc il y a une perte de puissance, l'hélicoptère s'enfonce, mais théoriquement, vous ne devez pas avoir trop de poids de manière à pouvoir tenir le stationnaire. Le problème, si vous voulez, comme là vous avez de l'eau, à partir du moment où il va être une hauteur beaucoup trop basse, il va se mettre à provoquer un souffle important qui va faire remonter l'eau, etc. Qui va, comme on le voit sur le film, éloigner l'embarcation parce qu'il est beaucoup trop bas. C'est donc le grand plongeon. L'hélice arrière est submergée. Si elle se brise, l'hélicoptère est incontrôlable. Donc c'est des petites pales qui tournent très rapidement et qui empêchent l'hélicoptère de tourner sur lui-même. Quand il a touché dans la rivière, il a dû casser quelques pales ici. On ne le voit pas à l'œil nu, mais du coup, il a perdu son efficacité et l'hélicoptère a commencé à tourner sur lui-même. L'hélicoptère est donc perdu. Le choc est terrible et inévitable. Tout l'équipage est en danger. En général, dans ce genre d'intervention, il y a le treuilliste, la personne, le mécanicien navigant qui fait descendre le treuilliste, et puis deux pilotes à l'avant. Donc je pense que la personne qui sort là, c'est le mécanicien navigant
qui sort tout de suite pour aller chercher l'équipage qui se trouve à l'intérieur, bloqué dans l'eau, la tête à l'envers, parce qu'il n'y a pas forcément de porte à l'avant pour sortir. Ils sont obligés d'aller par l'arrière. Les pilotes s'en sortent indemnes. Mais le plus exposé aux pales de l'hélicoptère, c'est le treuiste, ici, suspendu au bout du fil. Il le lâche. Donc ça, c'est un super réflexe. C'est le réflexe numéro 1, donc protéger les personnes qui sont à bord. Il l'a lâché, mais en 1 seconde et demie. Comment a-t-il pu faire? En cas de problème, d'urgence, on doit lever ce petit bouton, le descendre ici. C'est pour ça que vous voyez marqué live ici dessus. Vous savez qu'en appuyant dessus, on va cisailler le câble et la personne va tomber. Donc c'est à faire en cas d'extrême urgence. À 2 mètres du sol et dans ce tourbillon, le treuiste n'aurait jamais dû s'en sortir. Ce type qui est treuillé n'est pas à la place du pilote. Donc là, il s'en est sorti parce qu'il a de la chance. Mais normalement, il aurait dû perdre sa vie. Parce que regardez, ils sont trop bas. Quand l'hélicoptère se crache, on voit qu'il lui tombe pratiquement dessus. Un incident mécanique qui n'arrive normalement jamais. Ces hélicoptères ont des révisions draconiennes. Au niveau du moteur, toutes les 100 heures, donc c'est une surveillance, je dirais. Toutes les 500 heures, il y a un travail plus approfondi, avec des gens qui vérifient un maintien des compétences. Enfin, c'est assez sérieux. Et toutes les 1500 heures, il y a un gros travail. L'hélicoptère est immobilisé pendant au moins 15 jours. Je dirais que c'est obligatoire pour tout le monde. Il n'y a pas de raison qu'il ne l'ait pas faite. Mais je dirais, il y a une chance sur 1 million qu'il y ait une panne mécanique et ils n'ont pas eu de bol. Pas de bol et pourtant une chance inouïe que personne n'y laisse sa vie. Autre coup de bol, l'hélicoptère qui tombait sur le Zodiac l'a éloigné avec son souffle, chassant ainsi le danger. Et ce n'est pas tout. Des morceaux de pales projetés à plus de 200 mètres n'ont blessé personne. Là, c'est une simulation. Donc ils ont voulu, je pense, peut-être un petit peu épater, montrer leur savoir-faire, etc. Mais bon, c'est une panne mécanique. Hein. Ça peut arriver à n'importe qui. N'importe qui, et ce fut eux, ces 4 sauveteurs se souviendront toute leur vie de cet exercice peu banal. Cette maison emportée par le courant, c'est toute une vie qui s'en va. Pendant 3 jours, des pluies diluviennes se sont abattues sur la petite ville d'Imna. Les services météorologiques n'avaient pas enregistré de telles précipitations depuis 10 ans. Redoutant une catastrophe, les autorités ont préféré évacuer au plus vite tous les riverains. L'un d'eux, Mark Smith, prend le temps de filmer le désastre avant de s'en aller à son tour. Avec son objectif, il s'arrête sur la propriété de Madame Arnold, envahie par la rivière en crue. L'habitation ne semble plus pouvoir résister à cette importante masse d'eau. Les fondations cèdent et le vidéaste stupéfait voit la maison tout entière flotter à la surface. C'est une vision surréaliste. Puis, charriée par le courant, elle commence à descendre. Les flots de plus en plus violents l'emportent avec eux inexorablement. Rien ne peut désormais arrêter ce triste spectacle, si ce n'est un obstacle encore plus imposant. En percutant le pont, la maison se désintègre totalement. Cette fois, il ne reste absolument plus rien. Pour Madame Arnold, c'est une perte douloureuse. Cette maison représentait beaucoup de choses pour moi. J'avais à peine 10 ans lorsqu'elle a été construite. Elle était chargée d'histoire et de souvenirs. C'était mon endroit préféré dans le monde. Les assurances ont bien sûr couvert le sinistre, mais ce jour-là, Lana a perdu tous ses souvenirs. Ce panda géant semble au plus mal. Très affaibli, il n'a plus la force de se nourrir. Un fermier l'a découvert il y a quelques heures et a tout de suite appelé du renfort. Considéré comme un trésor de la nature par les Chinois, cet animal bénéficie d'une attention permanente. Et face à la détresse de celui-ci, la population se mobilise aussitôt. Alors que les hommes s'approchent de lui, le mammifère tente un dernier effort pour se dissimuler dans la végétation. Mais son état est si critique qu'il n'oppose aucune résistance à ses bienfaiteurs. Ces derniers le placent dans une cage, puis le transportent dans un des nombreux dispensaires destinés à la protection de cette espèce menacée. Ces lieux, exclusivement réservés aux pandas, ont d'abord été créés pour les aider à se reproduire. Mais parfois, les vétérinaires accueillent, comme aujourd'hui, des pensionnaires malades. Le personnel prend en charge le nouvel arrivant et constate que c'est une femelle. Elle souffre de malnutrition et a déjà perdu 45 kilos.
voilà quelques semaines plus tard. Grâce aux soins et à la vigilance des docteurs, la femelle a enfin retrouvé toute son énergie. Pour épater leurs amis, certains sont prêts à tout, même à ça. Aujourd'hui, plusieurs amateurs de courses nautiques et propriétaires de hors-bord s'affrontent dans une compétition amicale. Leur bateau glisse à 80 km/h sur la Colorado River. Seulement voilà, Henry, l'un des participants, grisé par la vitesse, continue d'accélérer. Il va vite regretter son audace. Alors que le pilote essayait de contrôler son embarcation, celle-ci s'est retournée soudainement. Après avoir été éjecté très violemment, Henry et son passager rebondissent sur quelques mètres à la surface de l'eau. Immédiatement, les sauveteurs et les plaisanciers plongent pour repêcher les deux naufragés. Malgré leur envolée spectaculaire, ces derniers sont sains et saufs et apparemment, ils prennent cet accident avec humour. Pourquoi le caméraman a décidé de nous filmer à ce moment-là? Henry a donc fêté sa mésaventure avec quelques amis. Il a dû remorquer son épave un peu plus tard dans la soirée. Course de voiture ou balai motorisé? Visiblement pour ces pilotes, la question s'est posée. La course automobile, plus qu'un sport, une passion. Épris de sensations et de vitesse, bon nombre de pilotes chevronnés s'adonnent au super-tourisme. Des voitures de série transformées en véritables bolides allant à plus de 270 km/h. Rien à voir avec la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Pour le constructeur, l'important c'est de garder une carrosserie d'origine où tout conducteur peut s'identifier. Mais dedans, plus rien à voir. 300 chevaux, des suspensions spécifiques, des pneus spécifiques, une sécurité hyper développée avec des arceaux, des extincteurs, une grande protection du pilote. Avant de s'élancer, les pilotes choisissent en fonction des conditions climatiques leurs pneumatiques, pneus lisses ou pneus pluie, un choix parfois inefficace. La preuve à Selweg, en Autriche. Tout peut arriver sur la piste. Parole d'un ancien pilote de Formule 1. Moi, ça m'est arrivé souvent de faire des courses, d'être surpris par la pluie, et même avec beaucoup d'expérience, on sort de la route parce que c'est incontrôlable s'il y a beaucoup d'eau. Et ça arrive quelques courses où il y a un énorme orage qui s'abat. Il faut vraiment rentrer à 1 à l'heure, et même à 1 à l'heure, on peut se faire surprendre. Pas de doute à avoir sur ce circuit. Impossible pour les conducteurs d'anticiper et de bien négocier le virage. Mais comment les pilotes ont-ils pu se faire prendre au piège ? Ce qu'il a pu se passer dans ce cas-là, c'est que la pluie ne tombait pas sur l'ensemble du circuit, qu'une partie seulement a été mouillée, d'où la surprise et des commissaires et des pilotes. La course venait à peine de commencer, les pilotes étaient donc serrés les uns derrière les autres, peu de visibilité avec la pluie. Résultat, un aquaplaning collectif. 12 voitures endommagées en moins de 60 secondes. L'aquaplaning, qu'est-ce que c'est? C'est une voiture qui ne touche plus le sol. Hein. Le pneu se soulève, à partir de là, la voiture ne se maîtrise absolument plus. Hein. Pour éviter un tel accrochage, les voitures auraient dû être en configuration pneu pluie et non pneu lisse ou slick. Explication. Vous avez un pneu slick donc sans structure qui est prévu pour rouler sur le sec, qui a énormément d'adhérence sur le sec, avec des qualités de gomme différentes, plus ou moins tendres. Et à côté, un pneu pluie qui, lui, est prévu pour évacuer l'eau et donc pour rouler dans des circonstances plus délicates. Le pneu slick sur les voitures de course, c'est que ça a une bien meilleure adhérence parce que c'est plat. Et que ça, on peut mieux contrôler le freinage, le dérapage. Problème, à la moindre averse, la voiture s'emballe. Mais la prise de risque fait partie des enjeux de la compétition. Fort heureusement, on ne déplore que des dégâts matériels. Le pire a été évité. Ce qui est génial, c'est qu'il n'y a pas de blessés et que vous avez vu comme ça tape fort, regardez là. Ce que je trouve étonnant aussi, c'est que les gens restent là, quoi. Je veux dire, vous savez, on regarde ce qui se passe, puis on prend un truc sur la gueule et je suis très là, ça commence à s'en aller, mais c'est étonnant, quoi. Il recule tout doucement alors qu'il faut s'en aller en vitesse, quoi. C'est pas un bon réflexe. Ce genre d'accident est rarissime en sport automobile. Il faut dire que désormais, à la moindre pluie battante, la course est stoppée. La sécurité des pilotes prime avant tout. Un volant qui reste entre les mains d'un pilote lancé à 200 km/h, du jamais vu, et pourtant. Championnat international d'offshore au large de Sarasota en Floride.
L'hélicoptère qui couvre la course suit le bateau Carlos and Charlie. Ce monstre de puissance long de 13 mètres est pour l'instant en deuxième position. Aux commandes, c'est Jack Carmody, un pilote de légende. Alors qu'il manœuvre avec son volant pour prendre les vagues, celui-ci se détache brusquement. Cet incident est rarissime. Son navigateur Art Lilly a immédiatement le réflexe de ralentir. Finalement, tout rentre dans l'ordre, mais pour Jacques, cela reste un moment très intense. On était secoués dans tous les sens et j'ai mis du temps à reprendre le contrôle du offshore. Maintenant, quand je vois ces images, j'en rigole, mais sur le coup, c'était terrifiant. Son navigateur Art Lilly, qui contrôle la vitesse, remet aussitôt les gaz. Cette fois, il fonce à plus de 200 km/h. Jacques, lui, scrute l'horizon à la recherche de la dernière bouée. Le leader n'est plus très loin. La compétition touche à sa fin. Le duo est décidé à tout donner. On était bien placés pour prendre la première place. Mais alors qu'il négocie le dernier virage, le offshore se retourne violemment. Grâce à la caméra embarquée, on voit que Jack a beaucoup de difficultés à contrôler sa Formule 1. Immédiatement, 2 plongeurs sautent de l'hélicoptère pour porter secours aux naufragés. J'ai tout de suite détaché mon harnais, puis j'ai nagé loin de l'épave. J'ai refait surface 10 mètres plus loin. J'ai vu Art qui remontait lui aussi. J'étais soulagé de le voir vivant. Il avait quand même une hanche cassée. On a vraiment eu de la chance. Cette course fut donc très mouvementée pour l'équipage du Carlos and Charlie. Et l'épisode du volant reste une séquence mémorable. C'est le tour de magie le plus populaire du Mexique. Mais aujourd'hui, le numéro a surpris le public. Anadela n'avait pas prévu ça. C'est une star que les télévisions mexicaines s'arrachent, une garantie d'audience. Anadela est magicienne et pas n'importe quel genre d'illusionniste. Le principe du magicien ou de la magicienne qui se met dans une boîte ou qui se fait enchaîner, qui doit se délivrer d'un danger imminent qui va lui couper la tête, c'est assez vieux. Celui qui l'a popularisé, c'est un magicien américain qui s'appelle Houdini, qui a pris ce nom en hommage à un magicien très connu qui s'appelait Robert Houdin, au début du 19e siècle. Disciple de Houdin, Anadela s'apprête en effet à réaliser son tour fétiche. Enchaînée puis enfermée dans un sac noué que l'on place dans une boîte cadenassée, elle a 20 secondes pour en sortir. Attention, au terme de ce délai, c'est l'explosion, une charge capable de tuer. Ça mélange le courage, l'habileté, le risque, un peu les trois. Car voilà, enfermé dans un sac, comment se défaire de ses chaînes? Sans trahir de secret, le nouveau prodige de la magie française, David Jarre, fils de Jean-Michel Jarre et Charlotte Rampling, professionnel depuis 6 ans, nous donne quelques indices. Déjà, il faut apprendre à se délivrer des chaînes. Donc là, on la voit, elle est assez fine, assez souple, donc c'est tous des mouvements d'ondulation. Et surtout, après, il faut apprendre à le faire dans un minutage extrêmement précis. 100 fois tenté, 100 fois réussi. Anadela, là encore, s'est défaite de ses chaînes. Tout semble parfaitement se dérouler, mais regardez le chrono, à droite, il est à 0. La sanction, vous la connaissez. C'est son tour carte de visite qu'elle fait un peu partout. Donc elle a peut-être fait 100 fois, 200 fois, 2000 fois même. Et la 2000e fois, c'est tellement facile que, 1, elle perd la notion du risque, vu qu'elle y arrive à chaque fois. Et 2, c'est tellement mécanique que du coup, elle n'y pense plus. Et ça, c'est le problème, c'est que quand il y a un petit problème qui arrive, et ben, du coup, on a tellement l'habitude de le faire et que ça se passe bien que d'un coup, excès de confiance, il y a quelque chose qui ne va pas, on prend du retard et boum. Ça va mieux, je me remets tout doucement. Brûlée superficiellement, mais sérieusement traumatisée, Anadela a été protégée par sa combinaison et par cette cagoule. Une cagoule qu'elle portait pour la première fois pour faire plaisir à sa mère, présente sur les lieux de l'explosion. Quand il y a une donnée qui change, et ben ça devient d'un coup plus difficile. Il y a des paramètres, par exemple, imagine, tu as une cagoule et d'un coup il y a un coup de stress, donc on a beaucoup plus chaud, on a du mal. Donc elle a dû prendre 1 seconde de retard. Et dans une illusion comme ça, on voit bien 1 seconde de retard, et ça fait qu'elle est 2 mètres plus en avant, elle est encore dans la boîte et elle explose avec. 1 seconde. Pas grand-chose pour nous, une éternité pour les illusionnistes qui risquent gros. Les gens ont trop souvent l'impression que c'est facile, que tout est calculé, que tous les périmètres sont complètement calés et qu'il y a un risque zéro et quelque part c'est que du spectacle et de toute façon on nous embrouille et que tout est truqué, etc. Finalement, c'est bien que des choses comme ça arrivent. Heureusement, elle s'en est bien sortie parce que ça prouve bien qu'il y a un risque. C'est comme un cascadeur et donc ils prennent un véritable risque.
trop de risques. Aussi, Annadella a décidé de mettre un terme à sa carrière. Mais avant, elle veut tenter une dernière fois ce tour pour ne pas finir sur un échec. À mon avis, ça sera bien pour elle qu'elle le refasse pour effacer le mal. Parce qu'il vaut mieux pas rester sur un mauvais souvenir. Désormais, soyez-en convaincus, la magie comporte parfois une part de danger. David Jarre, lui, n'a pas prévu à son répertoire ce genre de tour, pour l'instant. Piège à 3000 mètres d'altitude, accroché à l'avion, ce tandem est suspendu dans le vide. Bob a 72 ans et aujourd'hui il va accomplir l'un de ses plus vieux rêves, sauter en parachute. Ce baptême de l'air, il va l'effectuer avec Joe, son instructeur, et Frank Sattel, le caméraman du club. Ce dernier doit filmer toute l'aventure. Arrivé à l'altitude idéale, le tandem s'approche de la porte. Attention, c'est parti. Mais l'instructeur a commis une grossière erreur. Avant de se lever, il a tout simplement oublié de détacher la ceinture de sécurité. Désormais, il est suspendu avec son élève à 3000 mètres d'altitude. Le caméraman tente de détacher la boucle, sans succès. Pendant ce temps, Joe essaie désespérément de prendre appui sur le marchepied de l'appareil pour remonter le pauvre Bob. Le pilote commence à paniquer, impossible d'atterrir dans ces conditions-là. Il faut trouver un moyen d'urgence. Le problème, c'est qu'il n'y a aucun couteau à bord. Frank s'acharne toujours sur la sangle récalcitrante, mais cette fois avec une pince coupante. Il abandonne très vite son idée car maintenant ils ont dépassé le seuil minimum pour sauter. Le pilote reprend donc un peu d'altitude et Frank peut finir de sectionner la ceinture. Ça y est, le duo s'éloigne enfin de la carlingue, le caméraman saute à son tour. Il tient vraiment à filmer la chute de Bob. Ce dernier vient de vivre un incident extrêmement rare dû à la négligence de son instructeur. Malgré cette pénible mésaventure, ce dernier semble plutôt décontracté. Bob a eu le droit à un baptême de l'air inédit. Une expérience unique qu'il n'est sûrement pas prêt d'oublier. Moment inédit pour ces plongeurs. À quelques mètres, un redoutable prédateur est prisonnier d'un filet de pêcheurs. Les requins-tigres comme celui-ci sont responsables de plusieurs attaques contre les hommes. Ils sont considérés comme les plus dangereux des eaux tropicales. C'était la première fois que j'en voyais un d'aussi près. C'était très excitant. Excitant et aussi très dangereux, mais après avoir échangé quelques signes, Ryan et ses amis décident d'intervenir. Ils savent que sans leur aide, le squale est condamné. Pour écarter tout risque de morsure, les plongeurs l'immobilisent sur le dos. Démêler les mailles demande un certain temps, une patience infinie et les ondulations répétées du requin leur compliquent sérieusement la tâche. Ça y est, c'est fait. Tout le monde s'écarte. Il faut rester sur ses gardes car cet animal est bien sûr incapable d'éprouver de la reconnaissance. Sans attendre, il disparaît dans les fonds marins. Le BMX, c'est renversant, tourbillonnant, grisant, époustouflant, mais parfois aussi percutant. En France, le BMX est un sport peu médiatisé qui compte pourtant un grand nombre d'adeptes. Fiche signalétique. C'est un sport qui est assez marginal, qui se pratique dans la rue. Donc tout ce qui est contrainte, tout ça, on n'aime pas trop. C'est très très loin de la pratique conventionnelle et structurée avec un club, comme on pourrait avoir à travers le cyclisme, le VTT, etc. etc. C'est un état d'esprit, un mode de vie sans règle établie. Ou plutôt une seule, une règle, tout pour l'éclate. Voilà ce qui motive ces inconditionnels de sensations fortes juchés sur leur drôle de vélo. Le BMX veut dire Bicycle Motocross. Et le BMX, le voilà. Né dans les années 70 en Californie, ce vélo a effectivement des allures de motocross. Ce qui fait que c'est un BMX, c'est éventuellement la taille et la géométrie du cadre, les renforts qu'il a un peu partout, et surtout la taille des roues, c'est-à-dire les 20 pouces, quoi. Parce que c'est 20 inches, 20 pouces. Structure solidifiée, roues élargies pour mieux adhérer. Sur ces vélos sans vitesse, la discipline est multiple, mais le sport toujours extrême. En compétition, un jury note les meilleurs enchaînements de figures, des figures spectaculaires, en particulier en street, discipline pionnière du BMX. Tu marques des points par la difficulté des figures que tu rentres, par ce qu'on appelle nous plus ou moins le flow, quoi, c'est-à-dire une certaine fluidité dans la façon de rider et la façon d'utiliser ton espace.
Des sauts réalisés sur des obstacles qui jalonnent le parcours chronométré des concurrents. Exemple, ici, à Vitry-sur-Seine. C'est une demi-rampe, donc avec, comme vous pouvez le voir, une courbe beaucoup plus prononcée qui va permettre de prendre vraiment de l'amplitude pour pouvoir effectuer sa figure. Et les meilleurs à ce petit jeu sont, de très loin et depuis toujours, les Américains. Il faut dire que ce sport est ancré dans les mentalités et qu'il débute très tôt. Parmi les futurs très bons, Jody Donnelly, ici en compétition à Chicago. Jody est sur le point d'achever son parcours. Dernier coup de pédale, dernier tremplin pour une dernière figure. Il essaye un backflip 3-6, donc salto arrière avec une vrille complète. On peut quand même s'apercevoir que c'est quand même assez élaboré déjà comme rotation, parce qu'un salto arrière avec une vrille, c'est le genre de rotation qu'on fait en gymnastique. Il se trouve qu'on a que son corps, et là on a quand même un vélo entre les jambes. Donc, il part d'abord en arrière, ensuite il tourne la tête pour pouvoir déclencher sa vrille. Il se trouve qu'il déclenche la vrille trop tard et il n'a pas assez d'amplitude, donc en fait il atterrit en milieu de rotation, quoi. Là il est en fin de rotation, il lui manque un bon quart encore. Puis comme il atterrit pile à l'intersection entre la plateforme et la réception, il se trouve que sa tête elle tape dessus puis il se fait mal. Et dire que cette figure ratée, Jody ne l'avait pas prévue à son programme. Mais dans l'euphorie. C'est un peu se servir de ce que les gens t'apportent en énergie au niveau des cris pour essayer une figure où tu n'aurais pas forcément l'habitude ou l'envie d'essayer en temps normal. Casque, gants, coudières, genouillères, son équipement a préservé Jody. Il est groggy mais pas blessé. Après quelques secondes d'état de choc, il se relève avant de remonter en selle. Sur un BMX, les chutes sont impressionnantes mais rarement dangereuses. Plus c'est compliqué, plus c'est dur, plus il y a de l'amplitude ou quoi que ce soit, plus on a de risques. Mais bon, si on se protège bien et qu'on fait ça intelligemment, il n'y a aucune raison pour se blesser plus que dans un autre sport. Sport culte, école de pensée, phénomène culturel et point de ralliement de la jeunesse, le BMX est en plein essor en France. On comptait quelques centaines de pratiquants au début des années 90. Les riders tricolores sont aujourd'hui plusieurs milliers. Une dizaine d'habitants d'Hélieu-Cotteville regardent avec curiosité les efforts des pompiers pour venir en aide à Andy Buck. Malgré les récentes inondations, ce jeune homme s'était mis en tête de parcourir un tronçon de rivière en kayak. Le courant a fait chavirer son embarcation, mais Andy a heureusement réussi à s'agripper à un arbre. Comme la brigade locale ne dispose pas d'équipement adapté à ce type d'intervention, il lui faut improviser. À défaut de Zodiac, les secours décident donc d'utiliser une échelle fixée à une nacelle. Dale Beck parvient tant bien que mal jusqu'à la victime. Mais cette installation précaire est loin d'être idéale car elle ne permet pas aux pompiers d'agir en toute sécurité. La tentative tourne très vite au fiasco. Dale est trempé à son tour et Andy, lui, commence à paniquer. Seule solution, élaborer un autre plan d'action en faisant glisser une seconde échelle. Jim Dunkelman rejoint facilement Andy, mais il se retrouve confronté à une nouvelle difficulté. Je lui ai passé une nouvelle corde autour de la taille, puis j'ai essayé de dégager ses jambes afin qu'on puisse le tirer depuis la rive. Mais elles étaient coincées dans l'enchevêtrement des branches. Jim continue à s'acharner pour dégager le jeune homme. Il est conscient que le temps presse, mais il est loin d'imaginer qu'il va devoir faire face à un nouveau rebondissement. Tout le monde s'est mis à crier « Attention, il y a des débris qui vous arrivent droit dessus !» J'ai alors levé la tête et j'ai vu la catastrophe qui fonçait sur nous. J'ai redoublé d'efforts, mais rien à faire. Andy ne pouvait pas bouger. La masse sombre charriée par le courant est impressionnante. Impossible d'y échapper. En nous percutant, l'amas de branches a fait bouger l'arbre et Andy a pu libérer ses jambes. Aussitôt, j'ai réussi à le dégager complètement. Les autres pompiers nous ont tirés l'un après l'autre sur la rive avec les cordes. Le sauvetage a duré quelques minutes, une éternité pour Andy, qui s'en est sorti avec de simples égratignures. Il a tenu à remercier chaleureusement les deux hommes qui sont intervenus dans des conditions particulièrement difficiles. Nous sommes à Canterbury, en Angleterre. Une violente tempête a secoué la région à tel point que plusieurs arbres ont été déracinés. Chez les Maillots, exploitants agricoles, un immense hêtre s'est abattu sur l'écurie. La charpente n'a pas résisté et s'est effondrée sur Rosie, la jument. Celle-ci est coincée sous l'amas de tôle et de bois et est peut-être grièvement blessée. Les pompiers, aidés par les propriétaires, tronçonnent sans relâche les branches pendant que d'autres tentent de soulager l'animal. Par précaution, le vétérinaire lui a administré un calmant. Bien qu'il ne puisse pas encore se prononcer sur l'état de Rosie, il ne cache pas son inquiétude.
Les secours ont enfin déblayé les ruines. Ils passent une sangle autour du cou de la jument pour l'évacuer. Plusieurs hommes unissent leurs forces et soulèvent ses 450 kilos. Mais Rosie demeure immobile. Elle semble avoir des difficultés à se mouvoir. Annabella, sa maîtresse, ne cesse de l'encourager. Puis dans une ultime détente, la jument parvient à se redresser. Apparemment, elle ne souffre pas. Je suis stupéfaite. Lorsque je l'ai découverte tout à l'heure, je ne pensais pas qu'elle s'en sortirait. C'est absolument incroyable. Rosie est donc une jument robuste, car après un rapide examen, le vétérinaire a affirmé qu'elle n'avait absolument rien. Petite démonstration entre amis, c'est à celui qui fera la plus belle figure. Et à ce petit jeu, ce motard-là a gagné haut la main. Nous sommes aux États-Unis sur une petite route de Floride. Une bande de copains passionnés de moto s'est donné rendez-vous pour rivaliser de prouesse et de dextérité au guidon de leur moto. C'est des motos qui peuvent atteindre, on va dire, quasiment les 300 km/h, pas plus de 260, 280, 300 km/h. C'est pas des jouets, c'est plutôt des balles de guerre, comme on dit. De puissantes cylindrées de 1000 cm3, pilotées par des motards, somme toute très amateurs, de la vie de Régis Laconi, vainqueur le 30 septembre dernier du Grand Prix d'Italie Superbike. Pour celui qui est l'un de nos plus grands champions, ces motards-là sont bien présomptueux. Ces pilotes de moto, en tout cas ceux qui se prennent pour des pilotes de moto, sont vraiment inconscients parce que d'être équipés aussi mal que ça, moi ça me viendrait pas l'idée. Deuxièmement, c'est clair, ils se rendent pas compte qu'ils sont en train de faire des figures dangereuses et qu'il y a le risque de la chute. Effectivement, à l'exception d'un casque, ces motards ne portent ni gants ni blouson. En t-shirt et short, ils ont tout faux. En particulier Poi Reiko, qui est à gauche de votre écran et qui va regretter bien longtemps son audace. On le voit pas très à l'aise quand même faire des conneries, un peu sur la moto comme on dit. Et je crois qu'il a vraiment réalisé plusieurs fautes, ce qui lui a vraiment complètement déséquilibré et fait partir dans tous les sens. Et la première de ses fautes, c'est d'avoir voulu tenter une roue avant sans véritablement contrôler cette figure. On voit bien qu'il ne maîtrise pas complètement déjà le sujet par la chute. Il a voulu faire une roue avant, donc ça veut dire arriver à une vitesse dans les environs de 80 km/h. Donc mettre un gros coup de frein, faire partir la moto sur la roue avant et continuer à rouler sur la roue avant. Il faut réussir après à gérer l'équilibre de la moto. On tient la moto complètement avec le frein avant. Donc il faut ne pas mettre trop de pression. Trop de pression, c'est grave parce qu'on passe par devant. Pas assez, ça fait retomber la moto. Donc le plus important, à l'arrière, c'est de mettre juste ce qu'il faut, mais si possible, moins plutôt que trop, quoi, parce que sinon, c'est la gamelle assurée. Une gamelle due à une piètre maîtrise du frein provoquée par un geste superflu. Je ne sais pas ce qu'il a voulu faire, s'il a voulu faire coucou à ses copains. Voilà, on a vu la main partir, on a vu que la roue se braquait, et là, il passe carrément par l'avant, il fait un tonneau, ce qu'on appelle un tonneau par l'avant. Et vu la violence du choc, on craint alors le pire pour Paul. C'est généralement des chutes qui sont pas très rapides, mais qui peuvent faire très très mal, parce qu'il a quand même pris la moto sur le corps et il est tombé de la tête en avant. C'était très dangereux. Et bon, c'est clair qu'il va, je pense, pendant plusieurs nuits, ça va le gratouiller un peu quand il va se mettre au lit, parce qu'il doit quand même avoir des belles éraflures. Et c'est en fait le seul dommage. Paul s'est relevé, contusionné, mais sans plus, avant de rentrer tranquillement chez lui à moto, tout en jurant que c'en était terminé des cascades. Il faut toujours tout préparer, vérifier le moindre détail, la preuve. À la fin des années 80, Ellis Lott a fondé avec quelques amis un club de cascade amateur. Tous les membres ont une passion commune, la moto. C'est dans une vaste propriété en Californie qu'ils s'amusent à recréer dans des conditions plus modestes les exploits de certains professionnels. Aujourd'hui, Ellis compte tester un saut qui consiste à décoller grâce à une rampe pour franchir un obstacle. Celui-ci est composé de 2 camions et de 5 voitures. Il n'a pas eu le temps de s'entraîner, encore moins de répéter, et pourtant, confiant, il s'élance. Au dernier moment, j'ai roulé sur une pierre. Ça m'a déstabilisé et j'ai complètement raté la rampe. J'ai tout de suite compris que ça partait mal, mais bon, j'allais à 100 km/h et il m'était impossible de stopper ma course. Un simple caillou a donc propulsé la moto hors de la rampe. Cette sortie brutale a d'ailleurs laissé quelques traces. Mon accident a été terrible, mais bon, c'est comme quand on fait une chute de cheval, il faut tout de suite remonter en selle.
La moto, c'est pareil. Dès que j'ai pu, j'ai repris le guidon. Franchement, cela ne m'a pas fait mal au point d'abandonner. Non. Rester accroché à un cheval en furie, c'est une situation extrême, une épreuve douloureuse. Dès l'ouverture du corridor, le Bronco chevauché par Chris Rudd s'élance dans l'arène et se met à bucker furieusement. La position du cavalier est parfaite, mais malgré tout, il se fait éjecter avant les 8 secondes réglementaires. C'est un véritable enfer qui commence. La main de Chris est coincée dans l'étrier. Il est traîné sur le sol et passe même sous les sabots de l'animal qui semble monter sur ressort. Plusieurs cow-boys tentent de stopper la course du cheval, sans succès. D'autres assistants viennent les aider et grâce à toutes ces bonnes volontés, la ronde infernale cesse enfin. Chris se relève péniblement. Il paraît très surpris d'être indemne après un face-à-face aussi difficile. Je me suis dit, c'est parti. Alors essaie de garder le contrôle, fais de ton mieux. Après ça, vous levez les yeux au ciel et vous dites « Merci mon Dieu de m'avoir sorti de ce calvaire ». Chris est toujours présent dans les épreuves de rodéo professionnelles. Comme les autres participants, il risque sa vie pour rentrer dans la légende. 2 réalisateurs ont pris d'incroyables risques pour filmer une image choc du cobra. Le résultat est exceptionnel. Nous sommes au Mozambique en Afrique de l'Est où une équipe de tournage suit Alan et Joan Root, un couple de réalisateurs animaliers connus dans le monde entier. Ces derniers traquent un cobra cracheur, l'un des serpents les plus dangereux du monde. Après quelques jours de recherche et de longues heures d'attente sans bouger au soleil, ils dénichent enfin un mâle adulte. Ils ont trouvé cet animal dans une termitière, ce qui est un de ses abris naturels. Donc il est vrai que pour ces personnes, pour trouver plus facilement ce genre d'animaux, il est plus facile de visiter les termitières. Donc en l'occurrence, là, ils sont restés à côté de sa cache où ils l'ont débusqué. But du jeu pour nos 2 réalisateurs, énerver le cobra afin d'obtenir des images saisissantes. La première particularité du cobra, ça va être en fait de déployer sa coiffe lorsqu'il est acculé, menacé face à un agresseur par exemple. Donc en fait, c'est une tactique d'intimidation juste avant l'attaque. Comme le cobra est sourd et aussi presque aveugle, il faut être 2 pour le faire jouer. Donc là, sa femme sert totalement de cobaye. L'animal va voir quelque chose bouger, ça ne sera pas bien précis au niveau de sa vision, mais il va vraiment voir une ombre bouger devant lui. Donc là, elle est toujours en mouvement. On la voit bien basculer les épaules pour stimuler l'animal. C'est le même procédé que chez un mordeur de serpent qui stimule ces animaux à coiffer pour les touristes. Insensible au charme de madame et prise au piège par le bâton d'Alan, le serpent tente de s'enfuir. Le caméraman le tient par la queue, donc automatiquement, dès que l'animal est en contact avec quelque chose, il va mordre. Et heureusement pour le caméraman, c'est le sac qu'il a choisi. L'issue aurait pu être dramatique, son pied n'était qu'à quelques centimètres. Et voilà à quoi il a échappé. C'est un animal qui possède un venin neurotoxique, donc en fait qui va avoir pour action de s'attaquer au système nerveux central. Et qui peut provoquer, en cas échéant, des paralysies respiratoires et la victime peut mourir par asphyxie. Mais ne croyez pas que c'est seulement en vous mordant qu'il est dangereux. En crachant, il peut se servir de son venin comme d'une arme à la précision diabolique. Ce sont les animaux qui ont une modification des crochets qui va leur permettre en fait de cracher leur venin avec une précision assez importante à des distances d'environ 2 à 3 mètres. Et c'est précisément cette image qu'Alan et Joan veulent prendre sur le vif. Celle-ci n'est pas assez convaincante à leur goût. Le réalisateur n'hésite donc pas à prendre des risques insensés pour avoir son fameux cliché. Donc là, la scène est vraiment très dangereuse. On voit bien le caméraman qui a ses lunettes dans la bouche, donc ses yeux ne sont plus protégés. Donc là, sans problème, l'animal peut lui cracher au visage, sans aucun problème. Surtout lorsqu'on connaît le danger pour l'œil humain. En général, c'est des cécité partielles. Ça peut être un peu plus loin, ça peut être vraiment une douleur de la cornée. Ça peut créer une cécité définitive, ce qui est très très rare. Alan est bien sûr conscient que son audace peut lui être fatale à chaque instant. Mais il sent qu'il est tout près du but. Donc pas question d'abandonner. Joan continue de jouer les appâts. Et enfin... On voit bien qu'il expire de l'air et en même temps qu'il fait une compression sur ses glandes à venin, ce qui va faire tomber le venin et ce qui est expulsé par l'air qui va expirer. Donc là, c'était une petite expiration. Une première attaque infructueuse, le cobra en tente une seconde, cette fois-ci plus violente.
Là, il a bien expiré, on voit bien qu'il souffle très fort. Il fait une compression sur les glandes à venin, et là, le venin est éjecté beaucoup plus loin que le premier jet. Après avoir flirté avec la mort, notre couple de réalisateurs a enfin eu son image inédite. Une séquence à couper le souffle. Ce skydiver va vivre un tête-à-tête inédit, adrénaline garantie. Nous sommes à 3600 mètres d'altitude en compagnie de parachutistes confirmés. Pour eux, le ciel est une cour de récréation. Et dans les airs, il ne manque pas d'imagination. Le canot pneumatique, par exemple, n'est qu'un aperçu de leurs nombreuses prouesses. Leur nouvelle passion, se jeter de l'avion avec un surf au pied et se mettre à danser dans les nuages. Démonstration avec Lester Kaniga. Cette figure s'appelle l'homme invisible. Bien que ce soit difficile à réaliser, ce n'est rien comparé à l'exploit qui va suivre. Ici, Lester est en chute libre accompagné d'Hugo. Celui-ci doit stabiliser sa planche afin que Lester puisse s'y poser. Les deux complices s'offrent ainsi un tête-à-tête inédit, un moment intense. En me posant, j'ai fait très attention à ne pas déséquilibrer le surf. Le pire, ça aurait été de le percuter. Le secret de leur succès comporte deux règles essentielles, une entente parfaite et surtout une rigueur sans faille. Désormais, il est temps de se séparer pour atterrir chacun de son côté. C'est un as de la voltige aérienne, un acrobate du manche, mais ce jour-là, sa démonstration s'est terminée en boule de feu. C'est sa passion, sa folie. Serge Lucina est un inconditionnel de voltige aérienne. Pas un jour sans plonger dans un moteur ou piloter un avion. Depuis tout gamin, je suis un petit peu kamikaze avec tous les sports mécaniques, quoi. Et toute sa fortune de négociant automobile y passe. Dernière folie, un Sukhoi 26, le seul en France possédé par un pilote amateur. J'en étais assez fier, oui. Parce que bon, j'ai passé une année pour le ramener. Je l'ai acheté directement en Russie. Et je l'ai repeint, remonté, refait, quoi. C'est donc aux commandes de ce petit bijou, fort de ses 4 années d'expérience de voltige aérienne, que Serge se présente le 24 juin dernier au meeting de Phalsbourg, en Alsace. J'étais pas trop là pour épater le public, quoi. C'est une prestation qui s'annonçait quand même assez tranquille. On est en meeting, donc on n'est pas en compétition. Météo idyllique, public enthousiaste, tout s'annonce idéalement. Serge exécute sa prestation sous les yeux ébahis de 50 000 spectateurs. Le plancher mini aux États-Unis est de 0. Un pilote peut passer à 10 cm du sol. Chez nous, c'est interdit. Là, lors de ce meeting, c'était 30 mètres. Mais bon, qu'on soit à 3 mètres ou à 30 mètres, le danger est le même. En effet, à 400 km/h dans un avion de 700 kg propulsé par 350 chevaux, la moindre erreur ou défaillance ne pardonne pas. Aussi, Serge ne prend aucun risque. Pas de figure exceptionnelle, pas de numéro inédit, une représentation somme toute assez classique, et pourtant. Cet accident, il faut le savoir, n'a tenu qu'à un fil. Donc là, j'effectue une figure où tout est centrifugé dans le cockpit et le fil du casque est venu me bloquer une commande. Et en fin de compte, je m'aperçois du blocage qu'ici, là. Et on voit bien l'avion qui part sur la gauche et puis voilà, quoi, c'est trop tard. Incroyable, c'est bien le fil de ce casque qui est à l'origine du blocage des commandes. Mal positionné, mal rangé, le fil a gêné le pilotage. Là, on a eu un problème. On a laissé le fil pendre dans le bas. Il est venu se poser sur le câble en acier et il est passé dans la poulie et ça fait que ça a fait un blocage, quoi. Et la conséquence radicale, la voilà. Il y a deux gouvernes arrière, il y a celle-là, qui est manœuvrée par le manche avec les mains, et il y a celle-ci qui est manœuvrée par les pieds. Et voilà, c'est cette gouverne-là qui s'est retrouvée légèrement bloquée, comme ça, inclinée un tout petit peu. Impossible dans ces conditions de piloter et encore moins de redresser l'avion. Une faute de préparation, d'inattention a donc conduit au crash que Serge a tenté de limiter. Je me suis débrouillé comme j'ai pu, quoi. Je savais que je pourrais pas remonter de toute façon. Là, on voit bien, ici, je tire, je me pose à plat et puis bon, après, ça se contrôle. Après 100 mètres de folle glissade, le Sukhoi se stoppe, mais il est en feu. En fin de compte, je suis, on va pas dire sonné parce que je suis éveillé, mais quand même sonné. Je vois que des flammes autour de moi. Les flammes qu'on voit à l'extérieur, ce sont des flammes inoffensives parce que je suis protégé par la bulle qui est au-dessus de ma tête. Mais c'est que ça prend feu dans mes pieds, au niveau des pieds, parce que le réservoir à essence est juste au-dessus de mes pieds. Alors bon, si je vous chauffe le dessous des pieds avec un briquet, vous allez partir en courant, c'est ce qui s'est passé, quoi.
En effet, groggy mais conscient, Serge, sauvé par son cockpit et sa cellule de survie intacte, détache très rapidement son harnais de sécurité pour fuir le brasier. L'explosion menace. Je sors, je m'arrête et je me récarte pensant qu'il risque d'exploser, quoi. Je m'assois et puis je regarde l'avion qui brûle, quoi. Je suis un peu dégoûté de la vie. Spectacle de désolation pour Serge qui a une vertèbre fêlée et quelques brûlures superficielles. Finalement, le diagnostic est assez léger. Décrocher maintenant, je pense pas, non. Il y a des gens suite à des crashs qui arrêtent, mais je crois pas, non. Plutôt le contraire, ça m'a plutôt renforcé l'envie de recommencer, quoi. Un mois à peine après son accident, Serge était déjà dans un avion. Vous l'avez compris, c'est le genre d'homme, de passionné à qui il en faut un peu plus pour arrêter de s'envoyer en l'air. Cet enfant a passé 18 heures dans les entrailles de la Terre. Il revient de loin, de très loin. La police, l'armée et les habitants de la ville de Henan sont en alerte. Un drame vient de se produire. Le petit Mimiya, âgé de 2 ans, est tombé dans un trou profond de 14 mètres. Les cris terrifiés de l'enfant résonnent. Pour ses parents, c'est une vision insoutenable. L'un des sauveteurs, solidement attaché, est introduit la tête la première dans la cavité. Malheureusement, après quelques mètres, le gouffre se rétrécit. Il lui est alors impossible de continuer. Un sentiment d'impuissance envahit les secours. Les minutes défilent, l'angoisse s'installe. Il se lance dans une deuxième tentative, mais celle-ci nécessite une mobilisation encore plus forte et prend un temps considérable. Or, tout le monde redoute que le petit garçon ne résiste pas. Après avoir travaillé sans relâche, les hommes sont enfin prêts. Toute la nuit, ils se sont relayés pour creuser un trou parallèle à celui de l'enfant, puis un tunnel pour parvenir jusqu'à lui. Et justement, un sauveteur a rejoint Mimiya. Tout doucement, il l'attire vers lui, et c'est avec soulagement que les témoins voient disparaître le petit. La mère craque. Même si son calvaire touche à sa fin, l'attente lui est désormais insupportable. Sous terre, le volontaire enveloppe Mimiya dans une couverture. Serré contre lui, le petit garçon a cessé de pleurer. Maintenant, le duo remonte très lentement à la surface de la Terre. Encore quelques efforts pour les secours, et bientôt, la petite victime apparaît enfin. Aussitôt, des mains s'emparent de Mimiya. Tous veulent le toucher, s'assurer qu'il va bien. Il reçoit des caresses, des marques d'affection de ses parents et des secours. Puis les médecins le prennent en charge et constatent qu'il a une jambe cassée. Ce petit est un miraculé. Hercule des gymnases, Apollon des agrès. Mais quand les dieux de la gymnastique ne volent pas au-dessus des barres parallèles, voilà ce qui peut arriver. Éveil du corps, la gymnastique pratiquée de tout temps est la discipline sportive la plus universelle. À l'origine, pourtant, ces exercices avaient surtout une vocation plus belliqueuse. L'origine de la gymnastique, si on remonte à l'Antiquité, c'est vraiment la préparation des soldats, la préparation des guerriers, la préparation des cavaliers, d'où le cheval d'arçon d'ailleurs, ou le saut de cheval. Au total, 6 agrès disputés en compétition et parmi eux, les barres parallèles. Une barre parallèle est située à 1,75 m au-dessus des tapis et à 1,95 m au-dessus du sol. C'est un travail d'élan, un travail de force, un travail de suspension. Donc il faut être effectivement souple au niveau des épaules. Et à cette hauteur, les gymnastes exécutent leurs mouvements entre 2 barres séparées de moins d'1 mètre. Conditionnés pour supporter les charges et pressions qu'ils subissent, tous les agrès sont testés avant une compétition. Surtout lors d'une épreuve de Coupe du Monde, comme ici à Glasgow en novembre 1999. En lice, Alias Pegan, un athlète de tout premier rang international. C'est un des tops mondiaux, oui, aux barres parallèles, à la barre fixe. Alias Pegan, c'est un Slovène, il est connu dans le circuit international. Alors sa particularité, c'est qu'il est grand. Il doit mesurer à peu près pas loin de 1,80 m. Donc forcément, plus il est grand, plus il a du poids. Et lorsqu'il descend des barres parallèles, il a beaucoup plus de poids. Et son poids est multiplié par 2, 3, voire 4, suivant la vitesse qu'il prend. Et ce jour-là, la vitesse qu'il va prendre va brutalement s'interrompre. Une casse matérielle, c'est quelque chose d'exceptionnel. Sur 100 barres parallèles, même sur 1000 barres parallèles, vous aurez peut-être un défaut, un petit défaut. Mais une fracture de barres parallèles comme ça, c'est vraiment extraordinaire. Un défaut de fabrication donc à l'origine de cette casse. Une rupture qui se produit sur un tour complet et demi, réalisé sur une seule barre.
Vu qu'il descend sur une seule barre à la suspension, ça engendre beaucoup plus de poids et de vitesse de pression sur la barre. Une barre défectueuse et c'est la chute amortie cependant par un tapis de 20 cm d'épaisseur. Ce qui est dangereux, c'est pas tellement la chute parce que le gymnaste n'est pas très haut. Ce qui est dangereux, c'est éventuellement les échardes de la barre qu'il aurait pu se prendre sur les bras. Cependant, Alias Pegan ne souffre d'aucun dommage. Mieux, il prend cet incident avec le sourire et c'est donc tout à fait décontracté, une fois les barres réparées, qu'il aura exceptionnellement droit à une nouvelle chance. Charles Davey fait partie du corps des marins-pompiers de San Diego en Californie. Leur mission, circonscrire les feux qui se sont déclarés sur des bateaux. Aujourd'hui, c'est un simple exercice de routine. Charles doit s'entraîner à éteindre un brasier. Pour cela, il doit avant tout l'allumer. Mais en aspergeant d'essence les détritus, il vient de commettre une grossière erreur. Utiliser un produit comme l'essence semble totalement inconcevable en France, car le résultat est forcément explosif. Ce jour-là, grâce à sa combinaison anti-feu, Charles Davey est sorti indemne de cet accident. Ici, il ne s'agit plus de simulation, un accident de la route vient de se produire. Les secours s'activent pour désincarcérer les deux blessés, sauf que dans l'urgence, ils ont oublié un petit détail, couper le contact. Résultat, l'airbag côté passager explose et percute le visage de Tom Tibrich à une puissance égale à 300 km/h. Le pompier a été littéralement assommé par l'impact. Cette brigade de Montevideo doit maîtriser un incendie qui s'est déclaré dans un magasin à l'intérieur duquel sont stockés des pots de peinture et des solvants. Il ne faut surtout pas que les flammes s'attaquent aux produits. Pour ne pas prendre de risques, ils arrosent le bâtiment de l'extérieur et pourtant. Une violente explosion s'est produite et son souffle a projeté les pompiers à plusieurs mètres sur le trottoir. Les secours avaient conscience du danger, c'est pourquoi ils ne sont pas intervenus à l'intérieur de l'édifice. Après cet épisode, il leur a fallu plusieurs heures pour venir enfin à bout du sinistre. Voilà ce qui arrive quand un rider se prend pour un cascadeur. Paul Fernandez se qualifie de rider de l'extrême. Comme de nombreux jeunes Américains adeptes du deux roues, il pratique le street. Mais aujourd'hui, il veut tenter un saut inédit qu'il considère comme une cascade. Tiré par cette camionnette, Paul s'apprête à décoller et à atterrir sur le toit d'un petit immeuble. Malheureusement, le jeune homme n'allait pas assez vite pour atteindre son objectif. Résultat, il a percuté le rebord de l'édifice avant de tomber 10 mètres plus bas. Légèrement étourdi par sa chute, Paul met quelques secondes à réaliser son échec. Un échec qu'il prend avec une certaine philosophie. C'est cool, je m'en suis sorti indemne. Mais on verra bien la prochaine fois. Bref, une erreur de parcours. Grâce à la caméra embarquée, on constate que ces protections ont bien amorti l'impact. SOS Dauphins en danger, c'est une véritable course contre la montre pour les sauver. Il règne une extraordinaire agitation sur cette plage australienne. La raison, 35 globicéphales s'y sont échoués. Formés à ces tristes naufrages, les habitants de la région se sont aussitôt mobilisés. Ils connaissent bien ce phénomène et désormais, ils savent comment agir avec ces animaux qui appartiennent à la famille des dauphins. Le premier geste, c'est de les arroser en permanence. On veut éviter qu'ils soient brûlés par le soleil. C'est ce qui arrive toujours dès qu'ils sont hors de l'eau. Divisés en petits groupes, les volontaires ont tous une tâche bien définie. Face à l'ampleur de la catastrophe, c'est le seul moyen d'intervenir avec efficacité. Certains creusent le sable pour faire glisser les cétacés jusqu'au rivage, puis une fois dans l'eau, d'autres prennent le relais afin de les accompagner le plus loin possible des côtes. Mais malgré tous ces efforts, leurs tentatives échouent souvent, car ce mammifère se déplace en bande. Sans ses congénères, il semble capable de se laisser mourir. C'est très dur, on les remet à l'eau et ils s'échouent aussitôt. Bien que cela semble perdu d'avance, les secours ne montrent aucun signe de découragement. Au contraire, ils changent de tactique et décident de les remettre à l'eau, à divers endroits. Les gardes-côtes ont même dépêché 2 hélicoptères. Celui-ci doit aller déposer au large le dauphin le plus imposant, qui à cause de sa taille occupe certainement une position déterminante dans le groupe. Après toutes ces heures intenses et remplies d'émotions, l'opération touche à sa fin. Ces minuscules points gris dans l'eau
Ce sont les globicéphales qui reprennent enfin leur route. C'est une épreuve douloureuse pour ce jockey, une chute que personne ne pouvait prévoir. Course de trot attelée sur l'hippodrome de Sydney. Parmi les jockeys en lice, Stephen Ward, âgé de 70 ans. Ce dernier est pour l'instant en 2e position. Mais alors qu'il tente de remonter sur les derniers mètres, il s'effondre subitement, foudroyé par une crise cardiaque. Il est écrasé par son sulky, puis piétiné par les autres concurrents. Immédiatement, la sécurité intervient pour rattraper son pur sang lancé au galop. Les commissaires doivent stopper cette course au plus vite, car sur la piste, c'est le chaos absolu. Tout le monde est très inquiet pour Stephen et personne ne comprend encore ce qu'il vient de subir. D'autres jockeys sont tombés à leur tour. Au ralenti, on constate en effet que les drivers qui se trouvaient juste derrière n'ont pas pu éviter la victime. Déstabilisés, leurs sulkys se sont aussitôt renversés. Quelques minutes plus tard, une équipe médicale arrive enfin. Stephen sera réanimé dans l'ambulance. C'est arrivé d'un coup, aucune douleur. Lorsque les secours sont arrivés, j'étais mort. Enfin, il ne faut jamais dire ça, la preuve, je suis toujours là. Aujourd'hui, Stephen continue de driver, mais uniquement pour son plaisir. Ce jour-là, cette démonstration de force et d'agilité a pris une tournure inattendue. Autre gymnase, autre compétition, autre agrès. Nous sommes ici aux États-Unis à Great Falls. Le concours aux anneaux bat son plein. Là, les anneaux, ils sont situés effectivement près du sol. C'est un agrès pédagogique, là, mais en compétition, ils sont à peu près 2,50 m. Agrès de force et d'élan, les anneaux fixés à des portiques en métal sont soumis à des charges considérables. Bien évidemment, tout est prévu pour assurer la sécurité des athlètes. Un anneau, même s'il est en bois, en lamelle de bois, ne casse jamais. C'est vraiment exceptionnel. Et l'exceptionnel, malheureusement pour Preston Bichard, s'est produit ce jour-là, dans le Montana. Vous savez, les anneaux sont des lamelles collées entre elles. Le problème vient certainement soit d'un défaut de fabrication, soit le fait que ces anneaux ont été stockés à l'humidité puis à la chaleur. Le bois a travaillé et ils ont lâché au passage du gymnaste. Une chute impressionnante même pour les gymnastes de l'équipe de France. Ça, franchement, j'avais jamais vu, quoi. Ça arrive plus souvent sur les maniques. Donc ce que j'ai là, en fait, c'est juste un morceau de cuir qui nous aide à maintenir l'anneau. C'est plus souvent en fait ça qui casse, quoi. Et lorsque cela cède, impossible de se rattraper. L'entraîneur que vous voyez à droite de l'image est tout aussi impuissant. Il est à côté, il tend le bras, mais au moment où il tend le bras, le gymnaste est déjà par terre. Il faut dire que la chute, c'est à plusieurs, je veux dire, entre 80 et 100 km/h, la chute. Preston Bichard est sonné, choqué, mais il est indemne. Quelques minutes plus tard, il saisira même à nouveau les anneaux pour un nouveau programme. Exercice de haut vol et à haut risque pour ces montagnes de muscles et d'agilité qui sont très rarement confrontées à des défaillances techniques ou vices de matériel. Speedway en français, cela signifie voie rapide. Une voie rapide que ce concurrent va quitter très brutalement. C'est en Australie en 1914 que se dispute la première compétition de Speedway. La discipline débarque en Grande-Bretagne en 1932, puis en France 15 ans plus tard. Mais depuis son origine, le principe est toujours le même. C'est des courses sprint de 4 tours à 4 pilotes. Et sur une piste en terre battue de 400 mètres, les pilotes s'affrontent toujours à fond. Ces machines sont des monocylindres de 500 cm3 alimentés au méthanol, sans frein, et qui explosent de 0 à 100 km/h en 4 secondes. En un mot, des bombes sur deux roues qu'il est bien évidemment difficile de piloter. C'est constamment une recherche d'équilibre et d'adhérence. Il faut jongler entre les deux, il faut faire corps avec sa machine. Christophe Dubernard est l'un des 30 pilotes de Speedway français. Pour lui, comme pour ses adversaires, ce corps à corps, cette union entre l'homme et l'engin, comporte une phase sensible qui nécessite précision et dextérité. C'est le travers. De se mettre en travers, ça sert à déjà perdre un peu de vitesse aux entrées de virage. C'est pour un meilleur contrôle de la machine. Après, c'est une question de position. En entrée de virage, le pilote se penche bien sur le devant de sa machine. Et en sortie, vous voyez, il se recule progressivement pour redonner de l'adhérence. Mais cette quête forcenée d'adhérence a des limites que ce jour-là, à Auburn, en Californie, Vance et Felicio a largement dépassé à près de 100 km/h. Le
pilote prend un mauvais départ, il veut aller chercher le fameux point d'adhérence, il se laisse glisser, il perd le contrôle de sa moto, il doit charger sa moto trop tôt. Sur le point d'adhérence, la moto part en cabrant et il perd complètement le contrôle et va percuter les protections. J'ai trop attaqué, donc j'ai quitté la bonne trajectoire. Ça a fait lever ma roue avant. Sans aucune direction, je n'avais plus qu'à rentrer ma tête dans les épaules comme un joueur de rugby. On se protège comme on peut. Vance est KO, mais rien de grave. Il se redressera après quelques instants de récupération. Ses protections ont joué leur rôle. Les protections sont un peu comme dans tous les sports mécaniques en moto, c'est-à-dire une dorsale, une combinaison de cuir ou de kevlar, des genouillères, le casque bien sûr. La petite chose qui diffère avec les autres sports, c'est que sur la moto, on a une sécurité, c'est notre coupe-circuit. Si on chute, eh bien, le coupe-circuit s'enlève, donc ça arrête la moto. Autre gage de sécurité, les barrières qui encadrent le tracé. Les panneaux, pour la plus grande chance de Vance, étaient souples. La plupart du temps, c'est simplement un grillage avec une toile par devant. Et c'est justement pour qu'il y ait des souplesses, comme les pistes de speedway sont très petites et qu'ils ont tendance souvent à aller à la barrière, on leur met justement des barrières qui ne soient pas trop rigides pour que les chocs soient amortis. C'est tout le contraire en France. Sur la piste de Maurice, au sud de Bordeaux, l'un des 2 seuls circuits français, les barrières sont en dur. Explication. Les pilotes se servent de la barrière pour tourner, donc on est obligé d'avoir des barrières beaucoup plus résistantes, puisqu'on arrive souvent à voir, après les courses, des traces de roues à 30 ou 40 cm du sol, et les pilotes tournent contre la barrière. Vance, lui, ce jour-là, n'a pas réussi à tourner, mais pas question d'abandonner pour autant sa carrière, sa passion. Dès la semaine suivante, le pilote américain était au guidon de son bolide. Les scooters des neiges engagés en compétition sont surnommés au Canada les bombes sur glace, alors forcément parfois, ça explose. Moyen de locomotion usuel et pratique au Canada, le scooter des neiges peut être aussi une récréation pour les conducteurs épris de liberté et de grands espaces. Enfin, le scooter des neiges est également un engin de compétition sur le continent nord-américain. Discipline de vitesse pratiquée sur anneau, les machines sont spécialement préparées pour l'épreuve. Avec une motoneige de ce type-là, comme on voit à l'écran, sur les 400 premiers mètres, ils arrivent à atteindre des 150-160 km/h. C'est des machines qui accélèrent sur les 400 premiers mètres, à titre indicatif, aussi fort qu'une Formule 1. Emmanuel Péan, importateur de scooters des neiges, ne distribue bien évidemment pas ce genre d'engin, exclusivement réservé aux professionnels. En revanche, il connaît parfaitement ce genre de course. Donc le principe de l'ice track, c'est un départ en ligne sur 4 ou 5 tours. Le premier à l'arrivée a gagné. Et donc voilà lâcher ces monstres de 130 kg. À la première accélération, un objectif, être placé idéalement dès le début de la course. Le passage au premier virage est le plus important, puisque celui qui tient la corde, normalement, est censé avoir quand même un vrai temps d'avance sur les concurrents. Et pour un concurrent, Jacques Villeneuve, le premier virage sera le dernier. Le choc est terrible. Analyse. Au bout du premier virage, ils sont déjà au moins à 150 km/h. La moindre erreur, comme dans toutes les disciplines de vitesse, se paye cash. Là, on l'a vu, il s'est fait un petit peu bousculer par l'arrière. On voit bien, tac, lui, il se tourne vers l'extérieur et il y en a un qui lui revient à l'intérieur, qui lui pousse l'arrière de la motoneige. La perte de motricité a été immédiate. Et donc, perte de motricité, perte de contrôle. On est sur un terrain qui est très glissant. C'est la punition tout de suite. Sortie de route, vous voyez, il va tout de suite percuter les barrières. Heureusement, c'est bien protégé. Des barrières effectivement qui ont joué leur rôle. Mais paradoxalement, le plus grand risque n'est pas ce choc-là. Tous ceux qui arrivent derrière, ce qu'on appelle la meute, ils arrivent très vite. Ils sont sans foi ni loi. Et ça arrive bien souvent que le pilote qui se retrouve au milieu de la piste se fasse passer dessus. Et contrairement aux véhicules de loisirs, les engins de compétition sont équipés d'armes redoutables pour mieux adhérer. Les chenilles sont cloutées avec des clous qui peuvent faire jusqu'à 2 cm, 2 cm et demi, qui sont vraiment acérés pour optimiser au maximum la motricité sur la glace. Se faire rouler dessus par une motoneige, ça fait vraiment du mal. Mais les combinaisons renforcées dorsales et casques ont néanmoins protégé les pilotes. La plupart sont indemnes, alors que Jacques Villeneuve, lui, s'en sort finalement avec quelques côtes cassées. C'était un simple accident, ce n'est la faute de personne. C'est un accident de course plutôt violent, mais ça fait partie du jeu et de la compétition. Fataliste et courageux, Jacques Villeneuve était de retour sur les pistes glacées quelques semaines plus tard.
Florian Rousseau, un pistard hors du commun, une véritable fusée humaine lancée à plein régime sur la piste. Et pourtant, la moindre erreur, le petit choc, et c'est la chute. Anvers, dimanche 30 septembre 2001, dernière journée des championnats du monde sur piste. La France a déjà engrangé bon nombre de médailles. En keiring, Florian Rousseau est le grand favori. J'avais de très bonnes sensations et puis j'abordais cette finale très motivé et avec de bons résultats sur les tours précédents. Donc j'avais de grosses ambitions, c'était d'essayer d'être champion du monde pour la première fois de keiring. Un objectif à la portée du premier champion olympique de cette discipline à Sydney. Le Français connaît bien son sujet. Le keiring, un long sprint de 2 km durant lequel les pistards n'attaquent qu'à 800 mètres de l'arrivée. C'est très tactique, la stratégie est très importante, il faut savoir bien se placer et pour intimider les autres, parfois il y a du contact, des coups de coude. Le contact, Rousseau en fait malheureusement les frais en Belgique. Il ne terminera pas cette finale victime d'une chute collective spectaculaire. Toutes ses chances de médaille s'envolent en l'espace de quelques secondes. J'ai pas eu le temps d'avoir peur parce que ça se passe tellement vite, on n'a pas le temps de réagir, qu'on est par terre et que c'est terminé déjà. Aujourd'hui, le champion français se remet de ses émotions. À l'INSEP, temple du sport tricolore, Florian Rousseau analyse à froid ce qui s'est passé, comment tout a basculé. On est à un demi-tour de l'arrivée et on est à environ 65-70 km/h. Ce premier coureur est bien dans le couloir, donc il sort légèrement. Mais c'est cet Australien qui chute, qui commet la faute puisqu'il s'engouffre entre ces deux coureurs-là. Et alors qu'il n'a pas la place, donc il essaye de passer en force, mais il ne peut pas passer. Et à un moment donné, sa roue avant touche la roue arrière de l'autre Australien, il est déséquilibré et il chute. J'ai pas eu le temps de comprendre, en fait, ça s'est passé très très vite. Et moi, j'ai eu pour souvenir de voir chuter l'Australien, et j'ai cru que j'avais percuté l'Australien, mais apparemment sur les images, j'ai percuté le Tchèque. 4 pistards à terre dont Rousseau. Le Français est immédiatement transporté à l'hôpital d'Anvers. Il souffre d'une douleur à la hanche. Avec du recul, plus de peur que de mal. Mais côté matériel, l'addition est lourde. Le vélo avec lequel il est devenu champion olympique fait désormais partie du passé. Le vélo n'est plus utilisable. Ça a cassé à ce niveau-là, en 2 parties. Donc cette partie a été éjectée, on le voit bien sur les images. Et cette partie aussi est partie d'un autre côté. Donc c'est vraiment à cet endroit-là que ça a cédé. Le choc a dû être très violent pour que ça puisse casser comme ça à ce niveau-là. Un accident qui a épargné Ryan Bellet et Laurent Gannet. Les 2 hommes se sont respectivement offert l'or et l'argent. Pour l'anecdote, l'Allemand Jens Fiedler, blessé à la clavicule, est tout de même allé chercher à pied son vélo à la main, la 3e marche du podium.